Bon, bah, bonjour à tous, donc moi c'est Florent, je vous parle de programmation réactive aujourd'hui, donc vous l'avez vu sur le sujet. Alors, la programmation réactive, qui est-ce qui a déjà touché à ça? Parce que surtout ça, Ah, moi quelques-uns, c'est bien. Oui, bah toi je sais pourquoi. Toi aussi. Ok, donc, donc voilà, ben, pour les autres, et qui est-ce qui fait un petit peu de langage fonctionnel, ou de Swift, de Kotlin, enfin qu'est-ce qui en fait pas surtout? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai pas mal de code sur les slides. Ok, on va voir si vous suivez. Donc la programmation réactive, qu'est-ce que c'est? C'est programmer avec des flux de données asynchrones. C'est un peu barbare. En fait, le gars qui a écrit avec Swift a dit c'est juste un callback. C'est beaucoup plus simple. Et effectivement, c'est pas totalement faux, même s'il y a un peu des maths derrière. La programmation réactive, il y a 5 étapes pour arriver au zen. C'est d'abord la courbe d'apprentissage qui est un petit peu raide. Malheureusement, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Donc ça fait un petit peu une gymnastique intellectuelle qui amène des frustrations. Mais à l'arrivée, si vous avez le déclic, et ça va arriver à un moment donné, vous avez un moment où le cerveau commence à enclencher le truc et à comprendre ce qui se passe. Et là, c'est beaucoup plus rigolo. Et on arrive à écrire du code qui est très clair et surtout qui est prévisible. C'est tout l'intérêt de ce qu'on fait avec le réactif. C'est qu'on a une prédictabilité dans le code qui est absolument géniale. Alors les données asynchrones, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu tout ce qui nous environne, hein. C'est les requêtes réseau, c'est votre position GPS, c'est des données que vous allez charger à droite à gauche d'une base de données, d'un fichier, des images que vous chargez depuis un cache, qui peuvent éventuellement revenir de réseau si elles ne sont pas dans le cache, etc. Mais c'est aussi les actions de l'utilisateur, les notifications. Alors, les actions de l'utilisateur, qu'est-ce que c'est? C'est clic sur un bouton, les entrées de texte, enfin tout ce qui est l'interaction, le scroll d'une table, etc. Des notifications qui peuvent arriver, le réseau qui monte, qui descend, les changements de variables d'état. Donc tout ça, c'est votre donnée asynchrone sur laquelle vous allez travailler. On travaille, en fait, on modèle chaque flux de données sous forme d'une séquence. Alors une séquence, qu'est-ce que c'est? C'est un flux de données typé. On va dire, par exemple, vous avez une requête réseau, il va vous retourner un certain type de données, et ben c'est un observable. Cet observable, on va s'y abonner pour obtenir de la donnée. Une fois qu'on s'y abonne, il commence à travailler. Et là, il va commencer à nous retourner quelque chose éventuellement. Ce n'est pas toujours le cas, mais par exemple pour une requête réseau, il va nous retourner de la donnée, ou il devrait. Et puis à un moment donné, il va s'arrêter. Il va terminer de façon normale. Dans le cas d'une notification, c'est un observable, donc c'est une séquence de données qui existe déjà, à laquelle on s'abonne, donc on se branche dessus, on va commencer à recevoir les notifications tant qu'on est branché, et quand on dispose de l'abonnement, on ne reçoit plus les données, mais l'observable existe toujours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une séquence chaude. En fait, on n'a pas le terme dans Xswift, on a le terme sur certains frameworks, mais ce n'est pas vraiment important. Et puis certaines séquences, certaines requêtes ou certains observables vont se terminer avec une erreur. Et l'erreur en elle-même, c'est une information sur laquelle vous allez pouvoir agir et éventuellement effectuer une action postérieure s'il y a besoin. Alors à quoi ça ressemble? C'est assez simple, un bout de Swift. On a une extension dans RxSwift sur URL session qui permet de récupérer du JSON assez facilement en passant juste une URL. Donc ça crée une requête. Cette requête, c'est un observable. Et cet observable, il ne fait rien pour l'instant. Il ne fait rien parce qu'on ne s'y est pas encore abonné. On va s'y abonner et on va lui passer une ou plusieurs callbacks. En l'occurrence, sur le bout de code ici, on va lui passer un next qui dit bah, si jamais tu reçois de la donnée, tu m'appelles et tu me passes la donnée que tu as reçue. Et si jamais il y a une erreur, tu m'appelles et tu me passes l'erreur. Donc là, on a deux callbacks. Et il y a d'autres options, mais ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc sur la première callback, en fait, le next, ben, notre requête va s'effectuer. Dès qu'on s'abonne, la requête part au réseau. Et elle va nous retourner éventuellement de la donnée. Donc là, c'est le cas, sur le truc qui est lisible en bas, c'est le résultat en fait, de la requête qui a pris à peu près une seconde et qui m'a retourné un JSON. Alors éventuellement, si vous tapez un serveur qui va vous retourner plusieurs blocs de données, ça marchera en multipart, ça peut tout faire. Donc pour résumer cette séquence, donc on s'est abonné à un observable qui existait mais qui ne faisait rien pour l'instant. Il a commencé à bosser, au bout d'un moment il nous a envoyé de la donnée, et puis lui c'est terminé naturellement puisque la requête HTTP c'est terminé. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans le cas d'une requête c'est comme ça que ça marche. Ce qui est intéressant avec le réactif, c'est que toute souscription peut être annulée. À partir du moment où vous vous abonnez à un observable, vous allez obtenir ce qu'on appelle un disposable, qui est en fait un objet qui vous permet de vous désabonner quand vous voulez.
Donc dès que vous avez besoin, vous annulez la souscription et plus rien ne se passe. Donc là, j'ai fait un petit exemple, en fait, on ne voit pas trop, mais on voit que la requête, en fait, ici, commence à s'exécuter, et en fait, tout de suite, elle est annulée. Donc lui, il le note, et il arrête la requête HTTP. Donc là, j'avais préparé ça, mais voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On a beaucoup d'opérateurs qui permettent de travailler sur nos observables. C'est-à-dire qu'en fait, une séquence en elle-même, un observable, c'est un flux de données, mais ça n'a pas grand intérêt si on ne peut pas en faire quoi que ce soit. Si on peut juste s'y abonner, ça ne suffit pas. Donc on va pouvoir faire plein de choses. On a des dizaines d'opérateurs qui permettent de faire des choses dessus. Par exemple, map, qui est un opérateur très connu quand vous travaillez en Swift ou en Kotlin. Ça vous permet de transformer une valeur en une autre valeur. Bon, bah là, ça marche pareil. À chaque fois qu'il y a une valeur qui arrive sur la séquence, map va permettre de la transformer en autre chose. Et donc, on va obtenir une séquence en fait, d'un autre type. Alors, je vous montre l'exemple qui correspond, si vous arrivez à lire. Ici, j'ai une séquence d'entiers, 1, 2, 3. Je vais la passer par map, qui va recevoir une clausure qui fait la transformation. Donc, cette transformation me retourne un type de string. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me crée un deuxième observable. C'est une deuxième séquence qui est séparée de la première. Et c'est à cette deuxième séquence de string que je m'abonne. Et quand je m'y abonne, la première séquence donc, commence à travailler, envoie des éléments, et ils passent dans le map, ils sont transformés en string, et je les affiche ici. Donc j'ai bien la représentation textuelle de mon chiffre que j'avais demandé au départ. Je ne vais pas trop rentrer sur celui-là. On a des opérateurs très puissants qui permettent de combiner en fait, de multiples séquences. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut s'abonner à 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant qu'on veut de séquences, et dire voilà, tu m'envoies, dès que tu as reçu une valeur sur chaque séquence, tu fais un paquet et tu me le passes. Si une des séquences émet une nouvelle valeur, tu refais un paquet avec tout le monde à jour et tu me le passes. Et ça permet de faire des choses vraiment très intéressantes au niveau du traitement. RX permet aussi de faire des timers très simplement. Parce que le timer, c'est toujours un peu casse-pied à faire. Maintenant, avec Swift, c'est un peu plus simple, mais malgré tout, ça reste embêtant. Donc là, en fait, un timer, on dit voilà, on a un scheduler. Les schedulers dans RX, c'est l'équivalent des threads, si on peut dire, ou des queues sur iOS. Le scheduler, on lui demande un périodique. Donc le périodique, c'est un observable qui va émettre une valeur tous les, là j'ai demandé 3 secondes, et tant qu'on ne l'arrête pas, il continue à bosser. Donc j'ai un petit bout de code ici qui dit bah voilà, on crée un timer. L'objet timer que je reçois ici, en fait, c'est un disposable qui me permettra d'annuler la souscription. Et je le fais tourner, donc il commence à tourner tout de suite. Et il va tourner pendant 10 secondes, puisqu'en fait, au bout de 10 secondes, j'arrive là et je dispose ma souscription. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Je vais avoir 4 éléments qui vont être émis par le timer. Toutes les 3 secondes. Et au bout de 10 secondes, bah, j'ai mon dispatch qui arrive et qui dit tiens, tu t'arrêtes. Et effectivement, là, j'ai pu annuler ma souscription. Un autre intérêt de RX, c'est de pouvoir découpler, alors ça c'est vraiment très intéressant, c'est de pouvoir découpler le producteur et le consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, une source de données, elle est vue comme un contrat. Donc on dit voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de recevoir quelque chose. Je me fiche complètement de savoir comment c'est produit. Ce que je veux, c'est tu m'envoies des données d'un certain type, et derrière, je vais pouvoir travailler dessus. Donc là, j'ai un exemple en Kotlin sur Android, où j'ai une appli qui va récupérer des horaires de bus. Et donc dans cette appli, en fait, je dis le contrat, c'est quoi? C'est je veux recevoir une liste d'horaires de bus pour un arrêt particulier. Donc je vais appeler un service qui va aller faire une requête réseau et qui va me récupérer toutes les horaires de bus de tous les arrêts. À chaque fois que ce paquet arrive, je le map, donc je le transforme, je vais filtrer tout ça pour aller récupérer juste ce qui m'intéresse. Et le résultat de tout ça, c'est un observable en fait, qui ne contient que les horaires qui m'intéressent. Et en bonus, j'ai un opérateur qui me permet de dire si jamais la donnée précédente et la donnée suivante sont les mêmes, tu ne m'envoies pas la nouvelle, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de refaire l'affichage si la donnée n'a pas changé. Et donc en fait le contrat est respecté, on a un observable du type qu'on a demandé. On appelle un service dont on ne sait pas vraiment comment il fonctionne, mais ça n'a aucune importance parce que le contrat avec ce service, c'est tu vas me donner un ensemble de choses sur lesquelles je vais travailler. Et donc ce qu'on voit en fait quand on travaille en RX, c'est que finalement
on modélise un petit peu la donnée sur laquelle on bosse. Là, j'ai un exemple d'un pipeline où je vais appeler un service qui va faire un get sur le réseau. Donc il fait une requête HTTP, il appelle un service REST. Il transforme la donnée qui est reçue. Donc à chaque fois qu'il y a une donnée qui arrive, il la transforme. Si jamais il y a une erreur, c'est du Kotlin hein, pour info. Si jamais il y a une erreur, c'est pas grave, il ignore l'erreur, il laisse tomber parce que derrière, on va s'abonner, une fois que cette première requête est terminée, une fois que ce premier observable complète, on a un concat qui dit bah, maintenant tu vas t'abonner au suivant. Et le suivant, c'est un observable live qui est un autre observable sur lequel je renvoie en fait, je m'abonne à une WebSocket et je renvoie de la donnée à jour. Donc en fait, toute l'opération, c'est de dire, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'état initial. Donc je fais une requête REST pour ça. Et ensuite, tu t'abonnes à une WebSocket pour avoir l'état qui change. Comme ça, je n'ai pas besoin de refaire de requête REST. À la fin, j'ai un petit distinct, et quand je m'abonne, j'ai mes messages qui arrivent, donc le premier, et ensuite tous les autres qui vont arriver au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est le pipeline global, c'est-à-dire en fait, de regarder l'ensemble du code, et quand on le lit et qu'on a un petit peu l'habitude de RX, on arrive à voir tout de suite ce que ça fait. Parce que justement, en fait, on fait des opérations relativement complexes en quelques lignes, on cache tout le détail pour laisser que la logique. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ça va toujours fonctionner de la même façon. En fait, il n'y a pas de chemin possible pour s'écarter de ça. L'avantage de tout ça, c'est de dire, bah, comme on a découplé le producteur et le consommateur, si finalement mon back-end n'est pas encore prêt, les gars du serveur n'ont pas fini, c'est pas grave. Parce que moi, je vais faire un observable, je vais le simuler, et c'est lui qui va être utilisé dans mon code qui fonctionne. Donc, que ce soit pour des tests ou pour du développement, ça va être super pratique parce que là, je vais pouvoir avoir, comme j'ai mon contrat qui est de dire je reçois tel type de données, eh ben, je simule la donnée et quand j'aurai le service qui fonctionne, je pourrai faire la requête à la place de ça. Donc là, j'ai vraiment un petit exemple tout simple qui fait juste une simulation, il envoie 10 valeurs différentes toutes les 3 secondes, quoi. Donc ça fonctionne tout seul. Un des derniers trucs que je voulais vous montrer, c'est le remplacement des états. Qu'est-ce qu'on a comme problème quand on code souvent avec des variables? C'est qu'on a du mal à gérer la cohérence des états. Donc de dire, bah voilà, on a 15 variables, et finalement quand il y en a une qui change, il y en a d'autres qui dépendent et peut-être qu'on ne les a pas mises à jour. C'est le cas ici. J'ai un compte bancaire avec 5 € dessus, j'ai le prix d'un produit à 10. Est-ce que je peux acheter? Non, parce que j'ai pas assez. J'ai pas mes 10 €. Donc ma balance, le can purchase, il est false. Mais si je change la balance, sans recalculer can purchase, ah bah, je me retrouve avec un can purchase qui est faux alors qu'il devrait être vrai. Si on le fait en RX, on va faire un peu différemment. On va créer une variable qui est un observable en fait, qui va contenir la valeur initiale du compte. On a toujours le prix, lui il n'a pas besoin de changer. Et à chaque fois que cette variable va changer, et initialement, on va recalculer le purchase. Donc est-ce qu'on peut acheter au départ avec 5? Non, on ne peut pas. Mais si on change la valeur de balance ici, la callback qui est là va être rappelée automatiquement, et là le calcul va se refaire. Et donc on va obtenir un résultat qui est celui qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir en fait notre état qui est toujours à jour. C'est comme ça que fonctionne une feuille Excel. Et c'est exactement ce qu'on fait en RX, c'est qu'on a un automatisme complet en fait dans l'exécution du code. Hein. À chaque fois que vous changez quelque chose, tout ce qui en dépend va être automatiquement recalculé. Et enfin, la gestion du threading, c'était une dernière chose que je voulais montrer. La gestion du threading est vraiment très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit au début que quand on a un observable, il commence à travailler quand on s'y abonne, dans la majorité des cas. Quand on s'y abonne, on va dire, voilà, ici, quand tu souscris, tu passes sur le thread scheduler. Bon, ça, c'est sur Android. On va passer sur le thread des schedulers. Donc, au moment où on va s'abonner à notre requête réseau ici, la requête réseau, elle est juste avant, elle est là, je n'ai pas trop détaillé. Quand on va s'inscrire à cette requête réseau, donc il va la démarrer sur le thread des schedulers. C'est un thread background sur lequel on va travailler. Mais à chaque fois qu'il y a un résultat qui arrive, le observe, ça doit être sur le thread principal parce que je vais mettre à jour de l'interface utilisateur. Et donc en 2 lignes, en fait, c'est le framework qui va gérer pour moi tous les sauts de thread. C'est-à-dire que lui va faire son travail en background. Dès qu'il y a une donnée qui arrive, il me la balance sur le thread principal et c'est là que je peux la recevoir et la traiter. Je vais zapper celle-là en fait. Vous pouvez la regarder.
Grosso modo, c'est, enfin je peux vous le dire en 2 secondes, mais c'est un mécanisme automatique qui, toutes les 30 secondes, va faire n requêtes, qui va assembler l'ensemble des résultats de ces requêtes et qui va me le renvoyer sous forme d'un seul paquet. Et là, en 15 lignes, j'ai exprimé un truc qui est relativement pas simple, mais avec RX, ça devient tellement facile que des fois, on en abuse un petit peu. Donc pour résumer, RX, c'est une abstraction, principalement. C'est une abstraction qui va vous obliger à penser différemment, à revoir peut-être vos architectures dans certains cas, mais je ne vous le conseille pas trop au départ, parce qu'il est compliqué à apprendre. En tout cas, il vous faudra entre quelques semaines et quelques mois pour être bien avec. Si vous voulez démarrer plus simplement, vous pouvez commencer par les Futures et les Promise. Ce sont des frameworks qui en général sont très simples et vous permettent de faire des exécutions différées, un petit peu dans le style de RX, mais avec beaucoup moins de fonctionnalités. Quand vous commencez à faire du RX, allez-y mollo. Commencez par des petits traitements de données, par des petits trucs de réseau, mettez-en dans les coins et voyez un peu comment ça fonctionne, parce qu'il faut s'habituer au framework avant de commencer à voir grand. Surtout si vous êtes en équipe, parce que là c'est plus compliqué, ou dans la mesure où il faut que chacun progresse à la même vitesse, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a des gens qui comprennent plus ou moins vite, c'est normal parce que le truc ça fait un peu faire une petite gymnastique dans le cerveau, et suivant comment on a été formé, on n'a pas forcément la même compréhension des frameworks. Enfin, un des derniers avantages de RX, c'est qu'une fois que vous avez compris tout ça et que vous utilisez RX, vous avez un langage commun avec les gens qui travaillent sur d'autres plateformes. On a des frameworks RX sur toutes les plateformes. C'est très utilisé chez Netflix, chez Uber, tout ça. Enfin, toutes ces grosses boîtes en fait maintenant travaillent en RX. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous discutez avec des gens d'une autre plateforme, vous pouvez parler des process d'une façon générale et des opérateurs qu'on utilise, et parler des traitements sur les données en étant en phase avec les autres, parce que finalement on parle de la même chose, on parle le même langage. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis Florent Pilet, j'ai coécrit un livre sur RX Swift, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Alors, je ne sais pas combien de temps on a pour les questions. Entre 2 ou 3 questions, il n'y a pas de problème. Ouais. S'il y en a. Ouais, du coup ça marche un peu comme les KVO. Alors en fait, oui, KVO, c'est une version simplifiée, on va dire. Ce KVO fait que l'observation, avec ses problèmes qu'il a lui-même. Mais oui, c'est en fait, à la base, tu peux voir ça comme du KVO, même si ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, je n'explique pas dans la présentation comment est-ce qu'on crée un observable. Ça peut être effectivement l'observation d'une variable, mais ça peut être des données que tu produis toi-même par différents moyens et que tu vas envoyer sur un pipe. Voilà, donc il y a KVO, c'est un petit sous-ensemble de ce qu'on fait en RX. Ouais. D'autres. Ouais. Tu as parlé de Kotlin tout à l'heure. Oui. Est-ce que la programmation réactive, c'est déjà bien intégré dans Kotlin? Ouais, complètement. En fait, si tu veux, en Kotlin, on utilise RX Java. Et par-dessus, il y a des surcouches RX Kotlin, par exemple, qui amènent des idiomes qui sont propres à Kotlin et qui vont permettre de simplifier, parce que Java est un petit peu verbeux, hein, voire beaucoup. C'est déjà dans l'environnement de développement, dans Android Studio, tu peux jouer avec ça? Dans Studio, en fait, tu mets, c'est comme on fait sur iOS avec des pods. Là, tu mets dans Gradle, tu mets RX Java, RX Kotlin, et à partir de là, tu as tous les syntaxes qui arrivent, en fait. Il y en a de plus en plus d'informaticiens comme toi qui utilisent le réactif. Ouais, on commence à être beaucoup. Ouais. Moi, j'en fais depuis 2014. Et alors, le problème, c'est que la doc a été un petit peu difficile à trouver jusqu'à maintenant. On commence à avoir beaucoup de trucs sur le web maintenant. Et il y a surtout beaucoup de code qui existent parce que c'est très utilisé par toutes les grosses boîtes américaines. Ils ont vite compris à quoi ça servait. Parce que le fait de pouvoir écrire du code qui est prévisible, c'est fondamental pour eux. Donc, en fait, une séquence de code en RX que tu as écrit, que tu as testé, fonctionnera toujours de la même façon. Et c'est ça qu'ils cherchent. Parce que la stabilité du code, c'est fondamental. Donc oui, il commence à y avoir beaucoup de monde qui en fait maintenant. Ça se démocratise pas mal. Ça arrivera jusqu'à 51% des informaticiens ou ça... Je sais pas. Moi, je traîne un peu sur des Slack, que ce soit iOS ou Android. Je vois que sur Android, moi, je vois beaucoup d'annonces d'emploi de boîtes françaises qui font que du RX.
Donc, ouais, c'est... Quel langage, à part Swift Kotlin, j'en vois pas mal. Java. Sinon, après, tu as tout le langage. JavaScript, c'est beaucoup utilisé sur JavaScript. Tu vas en trouver sur tous les autres langages, soit du Scala, du Clojure, du Dart, ce que tu veux. Il y en a partout. En fait, il y a des frameworks partout. Ça a été inventé chez Microsoft au départ pour .NET. Et ça s'est répandu après. Yes. Est-ce que c'est pas compliqué à débugger du coup Alors le debug, c'est effectivement un des aspects problématiques dans le sens où les stack traces peuvent être un peu gigantesques et finalement elles n'ont pas beaucoup de sens. Donc il y a deux moyens de débugger, je dirais pour moi, c'est plutôt la logique, donc comprendre vraiment, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à te faire une représentation mentale de ton code. Ça c'est le plus compliqué au départ, c'est de te dire, attends, le procédé sur lequel je travaille, le process sur lequel je travaille, par quoi il va passer. Une fois que tu arrives à te représenter ce truc-là, pour débugger, ça va t'aider. Et après, tu mets des logs, tu mets des breakpoints dans les callbacks, etc. Mais une stack trace, en général, en RX, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, quand tu penses avoir plusieurs séquences qui fonctionnent en même temps, ça doit... Ça dépend quel est ton problème, en fait. Tu as des opérateurs de debug qui te permettent de tracer, tu peux tracer quand tu as un début de séquence ou un début d'abonnement, une fin, une erreur, etc., une valeur qui passe. Donc on arrive à loguer tout ça quand même. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, avec Swift, on a un opérateur debug qui fait ça, qui te log dès qu'il y a un événement qui passe, dès qu'il y a un abonnement, un dispose, un delete, une erreur, tout est informé. Donc, c'est du debug un petit peu à l'ancienne, mais ça se fait quand même relativement pas trop mal. Et après, c'est les tests. Les tests unitaires, c'est ça qui joue beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois que tu as validé ta chaîne avec des tests unitaires, ton debug est simplifié parce que tu n'as plus beaucoup de cas dans lesquels ça peut déconner. Donc après, en général, c'est la source qui ne va pas ou ce que tu en fais dans une des closures qui va merder. Et le framework en lui-même, les frameworks sont super bien testés. C'est-à-dire qu'on a vraiment des milliers de tests. Le framework en lui-même, il marche vraiment très très bien. Plus de questions. Merci Florent. Je vous en prie.